Pour nous, chez Littératie Ensemble, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut continuer à écouter puis apprendre de nos partenaires autochtones. Vous écoutez Imagine, un balado qui s'intéresse aux grandes questions d'intérêt pour le secteur à but non lucratif. Je suis votre animatrice, Émilie Pontbriand. À Imagine Canada, nous croyons en la force de l'action collective pour faire progresser la justice sociale, économique et environnementale. Notre balado, qui est rendu possible grâce au soutien de Carter's Professionals Corporation et Blackbaud, est une invitation à imaginer un avenir plus juste et équitable. Pour cet épisode du balado, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Valsin et Christina Slavecki de l'organisme Littératie Ensemble. Anciennement Collège Frontières, Littératie Ensemble est un organisme de bienfaisance nationale qui consacre ses efforts à améliorer la vie des enfants, des jeunes et des adultes grâce à la littératie. Et avec Mélanie et Christina aujourd'hui, bien que nous aborderons bien sûr en détail la mission de l'organisme, nous parlerons surtout du lien historique de l'organisme avec les peuples autochtones et leur démarche en ce qui concerne la vérité et la réconciliation. Mélanie et Christina, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et de votre ouverture à partager l'expérience de votre organisme avec nous. Merci beaucoup, Émilie, de nous recevoir aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir. Et puis, j'aimerais commencer par reconnaître que Christina et moi, on se retrouve sur des territoires autochtones non cédés. Donc, la nation Ganenyaga est reconnue comme la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui, ou en fait, d'où nous vous retrouvons aujourd'hui. Teongiagé, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, elle abrite aussi une population diversifiée d'Autochtones et d'autres peuples. Alors, je vais enchaîner avec une première question pour amorcer la discussion. Cette année marque le 125e anniversaire de Littératie Ensemble. C'est pas rien, plus d'un siècle d'existence. Félicitations. Et au fil des ans, l'organisme a apporté l'alphabétisation à des communautés éloignées et isolées à travers le pays. Il serait donc intéressant de connaître un peu l'évolution de l'organisme au cours du dernier centenaire depuis sa fondation, mais aussi des besoins en matière d'alphabétisation au pays. Bien sûr. Alors, Émilie, c'est ça, tu l'as bien dit, on célèbre 125 ans d'action en alphabétisation cette année. Donc, à l'origine, nous, on a été fondés en 1899. Puis à l'origine, notre fondateur recrutait des étudiants universitaires puis les envoyait travailler dans les mines, sur les chantiers des chemins de fer, dans les camps de bûcherons. Durant la journée, nos ouvriers enseignants, on les appelait les ouvriers enseignants, œuvraient avec leurs collègues de travail. Ça donnait à du dur labeur. Et le soir, ils enseignaient la lecture et l'écriture à leurs collègues de travail, à leurs coéquipiers et coéquipières. C'est comme ça qu'on a commencé. Puis donc, notre mission a bien évolué aujourd'hui. À l'origine, on s'appelait Frontier College, Collège Frontières. Puis on a dernièrement changé de nom justement pour refléter un peu plus la mission ou nos activités d'aujourd'hui. En fait, on veut vraiment s'assurer que tout le monde, tout le pays s'unisse autour de la question de l'alphabétisation pour pouvoir vraiment avoir un impact durable. Alors, aujourd'hui, on répond à des besoins en matière de littératie là, d'un océan à l'autre. On aime le dire comme ça. Donc, de l'île du Prince-Édouard à la Colombie-Britannique en passant par les 3 territoires arctiques. On rejoint des individus de tout âge, des enfants, des jeunes, des adultes. Plus de 35 000 Canadiens et Canadiennes cette année ont reçu notre soutien. On les rejoint à travers des partenariats communautaires. Donc, on a plus de 500 partenaires à travers le pays, que ce soit des écoles, des maisons d'hébergement pour femmes, des agences qui aident les nouveaux arrivants à s'établir, des communautés autochtones aussi. D'ailleurs, on travaille en partenariat avec plus de 190 communautés des Premières Nations, Métis et Inuits à travers le pays. Puis tout ce beau travail-là est livré en partenariat, comme je disais, avec d'autres organismes, mais aussi par le biais de bénévoles. On recrute des bénévoles dans tout le pays, sur la plupart des campus universitaires. On les forme, puis ensuite, ils deviennent tuteurs en alphabétisation au sein de leur communauté. Puis j'allais peut-être juste ajouter un petit truc. On pourrait se dire aujourd'hui, pourquoi on fait tout ça? Pour régler, en fait, un gros problème qu'on vit présentement encore et toujours au Canada, c'est-à-dire un problème au niveau des niveaux de littératie au pays. Donc, on a quand même encore en 2024 1 million d'enfants qui ne lisent pas
à travers le pays là, au niveau auquel ils devraient lire. Et puis, on a un adulte sur 5 qui éprouve des difficultés en lecture puis en écriture dans l'accomplissement de tâches là, quotidiennes, comme par exemple lire une prescription sur une bouteille de médicaments, remplir un formulaire pour se trouver un emploi. Donc, on a vraiment du travail à faire. Puis, on pourrait se dire, ah, mais qui sont ces gens qui ont besoin de ce soutien puis qui ont de faibles compétences en lecture puis en écriture? Ben, en fait, c'est des gens comme vous et moi, Émilie, mais qui ont besoin de notre soutien parce que, par exemple, ils peuvent vivre en situation de pauvreté, ils peuvent vivre dans des situations, dans des communautés où il y a vraiment beaucoup moins d'accès à des ressources de soutien là, en termes d'éducation puis d'alphabétisation. Il y a certaines personnes qui ont des handicaps, d'autres des difficultés d'apprentissage. Où il y a aussi, bien sûr, des gens qui sont nouvellement arrivés au Canada puis qui doivent améliorer leurs compétences langagières. Donc, ce sont les gens que nous desservons à travers le pays. Oui, alors on peut constater que les besoins sont encore criants, même aujourd'hui, et de voir l'évolution, en fait, du travail de votre organisme. Au fil des ans, finalement, l'organisme s'est adapté aux besoins de la population. Je peux imaginer le réseau dont vous avez besoin pour répondre à tous les besoins. C'est assez impressionnant qu'un organisme aussi, avec une histoire aussi riche, soit encore là aujourd'hui pour répondre aux besoins. Et donc, par la nature de votre mission, l'organisme, comme on l'a mentionné, travaille depuis sa fondation auprès des communautés éloignées, dont des communautés autochtones. Donc, sur votre site Web, vous reconnaissez que l'organisme a utilisé des méthodes et des approches éducatives non autochtones et a ainsi contribué à la colonisation des peuples et des communautés des Premières Nations, Métis et Inuit. De quelle façon cette reconnaissance des actions passées a émergé et pris forme et quelles sont les réflexions qui ont fait surface pendant ce processus? Peut-être que je peux débuter. Je veux commencer par dire que notre fondateur, Alfred Fitzpatrick, lui, concevait déjà l'enseignement comme un échange à double sens, un partage, un échange entre la personne qui enseigne puis la personne qui apprend, puis des rôles interchangeables. En fait, les rôles étaient interchangeables dans sa conception. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, on travaille, c'est ça, avec une centaine de communautés, en partenariat, avec une centaine de communautés des Premières Nations, Métis et Inuit. Ça fait quand même 60 ans là, qu'on a commencé à travailler en partenariat avec ces communautés autochtones. Et puis, bien sûr, nos méthodes de travail puis nos approches ont évolué au fil des ans. C'est sûr que la façon dont on travaille aujourd'hui est différente d'il y a 60 ans, mais j'ose dire que cette espèce de philosophie ou d'approche d'échange mutuel date de nos origines. Donc, c'est peut-être métamorphosé aussi à travers le temps, mais est quand même a toujours été au cœur de nos activités. Mais comme tu disais si bien, Émilie, c'est sûr que nous, on reconnaît vraiment que Littératie Ensemble a joué un rôle dans la promotion de l'éducation non autochtone parce que, bien sûr, dès les premières années de l'organisme, quand on a débuté en 1899, déjà, nous, on a participé à la colonisation du pays, si je peux m'exprimer ainsi. On travaillait sur les chemins de fer, on travaillait dans les mines. Donc, tout ce qui était le grand développement ou bâtir le Canada, on y a participé, puis on en est fiers aussi. Mais c'est sûr qu'il faut reconnaître que ceci a contribué à la colonisation des peuples autochtones, bien sûr. Puis au cours de notre histoire aussi, on l'a dit, là, on a travaillé beaucoup en partenariat avec des communautés au niveau de l'éducation. Puis nous, la langue qu'on a souvent jusqu'à dernièrement, peut-être jusqu'à ce qu'il y ait environ 20 ans, donc peut-être les premières 45 premières années là, où on interagissait de façon très serrée avec des premiers peuples au Canada, on travaillait en anglais, donc pas dans la langue première des peuples. On faisait la promotion de méthodes d'enseignement où on utilisait en fait des méthodes d'enseignement qui n'étaient pas nécessairement les méthodes traditionnelles et culturelles ou les approches d'enseignement là, des premiers peuples. Alors, je crois que tout ça, ça fait qu'on veut reconnaître ceci, puis on a corrigé le tir aussi. Mais j'ai l'impression que Christina aurait sûrement quelque chose à ajouter sur le sujet. Ben oui, bien sûr. Merci beaucoup, Mélanie. Comme tu le disais, en tant qu'organisme axé sur l'éducation, on est voué à apprendre de notre histoire commune. Et puis, ce que je rajouterais, c'est que depuis 2005, on a progressivement commencé à embaucher et former des membres des communautés avec lesquelles on travaille. Et cela, bien entendu, garantit que la culture, la langue et les traditions locales sont vraiment au cœur de toutes nos activités
et de tous les services qu'on peut offrir dans les communautés autochtones avec lesquelles on collabore et avec lesquelles on travaille. Donc, on va de l'avant dans un esprit de réflexion, de collaboration et de réconciliation et aussi de changement. On adopte également la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Là, je le rappelle, les familles et les communautés, ceci veut dire les familles et les communautés autochtones détiennent la responsabilité partagée de leurs enfants. Cela comprend l'éducation, l'instruction et le bien-être des enfants. Donc, ce qui reflète les droits des enfants, de l'enfant, et les peuples autochtones ont le droit de créer, de contrôler leurs systèmes éducatifs et leurs écoles. C'est inclut l'utilisation de leur propre langue et inclut également les méthodes d'enseignement et d'apprentissage culturel de la communauté. Pour terminer, je dirais aussi qu'on se penche sur l'application des 94 appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation. Donc, c'est une réflexion, un processus amorcé depuis longtemps c'est toujours en cours finalement. C'est un processus qui est jamais terminé, une réflexion continue. Puis pour poursuivre dans la même veine, quand on parle du cadre de processus de réconciliation, Mélanie, tu parles dans un article de blog publié sur votre site de l'importance de la justice pour les peuples autochtones et de la réconciliation, qui est décrite comme un ensemble d'actions à prendre par les personnes et les organisations non autochtones pour contribuer à décoloniser les cadres et à mettre la justice au centre du dialogue pour les peuples autochtones. Et la liste d'actions de la réconciliation comprend apprendre l'histoire qui lie les peuples autochtones et non autochtones, comprendre l'histoire et l'héritage des pensionnats autochtones, explorer les intersections uniques entre les traités, les droits constitutionnels autochtones, les droits humains que nous possédons au Canada, reconnaître les riches contributions que les peuples autochtones apportent au Canada et agir pour remédier aux injustices historiques et aux torts actuels et enseigner aux autres. Et donc, au sein de votre organisme, de quelle manière avez-vous abordé les étapes et qu'est-ce qui en est ressorti? Premièrement, merci de nommer ces éléments de la réconciliation. J'invite tout le monde à se renseigner un peu plus là sur la réconciliation parce que je trouve que c'est un beau cadre pour aller de l'avant, pour regarder derrière, puis apprendre du passé, puis aller de l'avant. Mais donc, moi, ces actions-là, elles me touchent particulièrement en tant que directrice générale d'un organisme non autochtone qui travaille en collaboration avec plusieurs institutions, gouvernements et communautés autochtones. Puis, ce qui m'interpelle, c'est qu'il s'agit de mesures qu'on peut prendre pour devenir de bons alliés, en fait. Puis, je dis ça tout humblement. On a tellement de travail à faire, là, mais j'aime avoir un cadre puis me dire, bon, ben, si on commence à prendre des mesures pour atteindre ces objectifs qui sont nommés dans la réconciliation, ben au moins on est sur le chemin. Donc je suis particulièrement sensible à l'action 4 qui est au cœur de notre travail. Donc celle qui est de reconnaître les riches contributions des peuples autochtones au Canada. Donc, nous, on a beaucoup appris. Je pense que Christina va être d'accord avec moi. On a tellement appris, puis on apprend toujours de nos partenaires autochtones, puis on apprend avec eux aussi. Puis c'est important qu'on reconnaisse la générosité de nos partenaires autochtones en matière de partage là, des connaissances puis des compétences. À tous les niveaux de l'organisme, je pense qu'on saisit même pas, en fait, l'ampleur. Nous, là, chez Itération Ensemble, je suis pas certaine qu'on saisisse même vraiment l'ampleur de tous les apprentissages qu'on a fait dans les dernières années grâce, encore une fois, au savoir partagé là, de nos partenaires autochtones. Je voulais dire aussi que moi, j'ai appris au fil des ans qu'il est vraiment nécessaire de dire la vérité pour établir puis maintenir la confiance en différents peuples, en différents individus. Puis on le sait que les peuples autochtones, ils ont une longue histoire d'oppression puis de dépossession. Puis donc, c'est vraiment important qu'on soit honnête dans nos relations puis dans la façon dont on décide de travailler ensemble pour pouvoir établir des liens de confiance puis, encore une fois, aller de l'avant puis bien collaborer. Moi, je trouve vraiment qu'il faut briser le mythe. Un des mythes que j'aime briser, c'est celui selon lequel les informations, le savoir et tout, ça circule que dans une seule direction, en fait, vers l'extérieur là, à partir de la culture dominante. Donc,
Nous, on s'apprête là à célébrer notre 125e anniversaire, ou en fait, on célèbre notre 125e anniversaire cette année. Alors, je trouve que c'est vraiment important qu'on tienne compte de tout ceci, de nos apprentissages passés, des collaborations qu'on a eues dans le passé pour aller de l'avant puis être encore plus, être de bons alliés puis avoir des beaux partenariats qui vont avoir un impact durable dans l'avenir. Donc, cette reconnaissance-là de l'histoire de notre organisme, c'est un pas vers un avenir plus, inclusif puis équitable. Donc, on sent vraiment que votre processus, votre réflexion, c'est une démarche très authentique. Mais concrètement, pouvez-vous élaborer sur les choses que vous avez changées, les manières de travailler que vous avez modifiées, vos façons de travailler ou même la façon dont vous élaborez les programmes, de façon à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones? On peut déjà prendre l'exemple de notre programme de camps de littératie. Donc, les camps de littératie qui soutiennent les enfants ainsi que les communautés entières, c'est des camps qui ont été créés ou qui ont créé des opportunités d'apprentissage collectif et des avantages pour l'ensemble de la communauté. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on embauche des jeunes et des adultes issus des communautés comme animateurs et animatrices des camps. Ces personnes acquièrent donc une expérience professionnelle qui est enrichissante et aussi rémunérée. Il y a les familles, les membres de la communauté, les aînés qui participent activement aux activités du camp pendant tout l'été, partagent leurs connaissances et s'impliquent davantage donc dans l'éducation des enfants. Nos camps offrent des livres culturellement pertinents et dans la langue de chaque communauté avec lesquelles on travaille. Et les programmes, donc, sont élaborés vraiment en collaboration avec la communauté qui reflète la culture et les traditions locales. Alors, pour terminer, c'est ça, les communautés bénéficient d'un impact économique positif, c'est-à-dire les salaires qui sont versés au personnel local, les honoraires versés aux membres de la communauté et à l'achat de livres, de matériel, de nourriture et de services qui font toute la différence dans nos programmes d'été. Puis j'ajouterais à ça, Émilie, vraiment que Christina a parlé des camps de littératie qui sont embauchés localement. On essaie aussi, bien sûr, d'embaucher le plus possible d'employés issus des communautés avec qui on travaille, même pour nos activités qui se déroulent durant toute l'année. On s'est vraiment penché sur la question de notre gouvernance, puis on se dit, mais on travaille avec une centaine de communautés des Premières Nations et autochtones. Ça nous prend des gens issus de ces communautés sur le CA. Donc, on a fait ce travail-là aussi. En fait, on essaie de faire preuve d'empathie envers les communautés avec qui on travaille, puis envers nous-mêmes aussi, comme un peu une empathie mutuelle pour qu'on puisse se rejoindre quelque part puis se dire, OK, on a peut-être fait des erreurs dans le passé, comment on fait pour réparer tout ça puis aller de l'avant de façon positive. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est que nos partenaires issus des Premières Nations, ou Métis ou Inuit, parce qu'on a une belle relation de confiance, s'il y a une erreur qui est faite ou si on se dit, OK, on apprend ensemble, on va continuer à travailler ensemble, c'est pas grave, l'erreur a été reconnue, puis on va de l'avant. Alors moi, c'est surtout ça que j'apprécie vraiment là, chez nos partenaires qui, encore une fois, sont si généreux de leur de leur temps, de leur savoir, etc. Et pour poursuivre Littératie Ensemble, c'est ça, les collaborations qu'on a eues dans les 15 dernières années au niveau des camps d'été. On a pu développer des solides relations avec les communautés, les dirigeants des Premières Nations, Métis et Inuit avec lesquels on travaille. Et puis, c'est souvent à travers ces programmes de camps d'été-là qui ont débouché ou là où on a également été amené à identifier d'autres besoins dans les communautés en matière d'apprentissage. Donc, cela qui a conduit à des collaborations tout au long de l'année. Là, je pense par exemple à notre programme d'agents de littératie communautaire qui s'est déployé à travers tout le pays, là où une personne locale est embauchée pour offrir des services de littératie non seulement aux enfants, mais aussi aux adultes des communautés qui répondent vraiment aux besoins de la communauté, donc vraiment adaptés à chaque communauté. On a aussi un programme de tutorat en mathématiques au Nunavik, là où il y a environ une dizaine de tuteurs qui offrent des soutiens à travers toute l'année scolaire en termes de mathématiques et aussi littératie dans les écoles du Nunavik, donc pour offrir un service un petit peu plus individualisé aux élèves. Je pense aussi à notre programme de kit de littératie qui a été lancé pendant la pandémie pour permettre aux enfants de continuer à apprendre.
C'était un moment là où on était un petit peu moins actifs, disons, pour répondre aux besoins étant donné les lockdowns, mais on s'est retourné très rapidement en développant des kits de littératie pour toutes les familles. Et puis finalement, on a navigue à travers beaucoup de ces collaborations-là. On a aussi été amené à faire une analyse des besoins en termes de littératie et ce, à travers les 14 communautés. Donc, ça s'est déroulé l'hiver passé. Et le but étant de développer une stratégie de littératie et de déployer des programmes qui vont mieux répondre aux besoins des Nunavummiut à l'avenir. Et donc, je note que c'est un changement d'approche qui a quand même nécessité beaucoup de ressources. Quels ont été les défis principaux au cours du processus ou quels sont encore les défis principaux selon vous? Je dirais que on a tellement à apprendre, Émilie. On a beaucoup de choses à apprendre, puis on a aussi beaucoup de choses à désapprendre. Je te dirais que c'est le défi principal. Puis parce que nous, c'est ça, on va célébrer, on le dit encore une fois, on est tellement fiers, 125 ans d'action en alphabétisation. On a appris beaucoup de choses. On a des choses à désapprendre, je viens de le dire. Mais c'est que nous, on est des experts en alphabétisation. Depuis, ça fait encore une fois 125 ans qu'on fait ceci. On n'est pas des experts en alphabétisation, si je peux m'exprimer ainsi, autochtones. Donc, encore une fois, nos formidables partenaires, ils acceptent d'apprendre avec nous, de nous enseigner, de partager leur savoir, d'innover avec nous. Nous, leur en sommes très reconnaissants. Mais ça veut aussi dire, c'est ça qu'il faut qu'on soit toujours à l'écoute, qu'on se remette en question. Puis même quand on n'a pas envie, parce que ça va être trop long, ça va être trop compliqué, il faut qu'on soit, tu sais, c'est ça, pour moi, le défi, là, c'est de toujours être à l'écoute, puis de se remettre en question pour s'assurer qu'on recrée pas les mêmes erreurs que dans le passé. Puis même, je pense que c'est ça, plus que les ressources financières ou qui est vraiment un défi. Mais j'ai envie de parler de ce qu'on a appris, Émilie, si tu me permets, en tant qu'organisme, là, de toutes nos collaborations. Parce que je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est que on a vraiment appris, je l'ai dit tout à l'heure, là, des nouvelles façons d'innover puis de nous adapter. Dans nos collaborations avec les communautés des Premières Nations, les communautés autochtones, on a appris à intégrer des nouvelles connaissances, des nouveaux récits, des nouvelles histoires au sein de nos programmes. Puis on a appris à trouver les bonnes personnes pour le faire parce que c'est pas vraiment pas à nous de le faire. En fait, c'est comment on travaille avec des personnes locales pour qu'elles se sentent bien équipées et outillées pour ensuite intégrer leurs connaissances, leurs histoires au sein des programmes qu'on a co-construits. On a aussi appris vraiment ce qu'est l'apprentissage puis l'enseignement intergénérationnel. C'était pas si loin que ça de notre mission, mais je pense que, en tout cas pour moi, là, moi je vais le dire, je pense que ça, nos partenariats avec les communautés autochtones ont vraiment cristallisé puis incarné pour nous là, l'enseignement puis l'apprentissage intergénérationnel. Puis ça inclut là les connaissances partagées par le biais de contes, bien sûr, de cérémonies, de pratiques culturelles, etc. Mais aussi, tu sais, je dirais que, en tout cas, moi, ça fait 22 ans que je suis dans l'organisme, puis les programmes où j'ai vu le plus souvent des grands-grands-parents, des parents et des enfants qui prennent part à une activité de littératie ensemble durant une journée, ben c'est à travers nos collaborations avec des communautés des Premières Nations. C'est vraiment génial d'entendre ça. Ouais, je pense que Christina travaille encore plus sur le terrain que moi, a vu ça aussi. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Christina. Ouais, ben je rajouterais juste qu'effectivement, on a appris l'importance de favoriser des relations solides, donc des liens, un sentiment d'appartenance, puis tu sais de reconnaître que ces éléments sont essentiels pour créer des programmes éducatifs qui répondent aux besoins de la communauté. Tu sais, ça, on l'a appris en donnant la priorité aux voix et aux expériences des communautés avec lesquelles on travaille. C'est vraiment une expérience enrichissante de part et d'autre. En vous basant sur votre expérience à l'organisme puis la façon que vous avez approché le processus, est-ce que vous avez des conseils à donner à un organisme qui n'aurait pas encore entamé une démarche de réconciliation, mais qui voudrait le faire? Pour nous, chez Littératie Enfants, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut continuer à écouter puis apprendre de nos partenaires autochtones. Puis on veut continuer à co-créer, je mets l'accent sur le co-créer des programmes de littératie qui reflètent les façons d'être et les savoirs autochtones.
Puis ça se fait juste en co-création puis en travaillant en partenariat. Si on arrive avec une approche, là, comme on dit en bon français, de cookie cutter, où on essaie de prendre le modèle puis de l'appliquer aux communautés des Premières Nations en se disant que ça va marcher. Déjà, même entre les nations et les premiers peuples, il y a beaucoup de différences, bien sûr. Donc, il faut y aller une communauté à la fois, un partenariat à la fois. Puis nous, on essaie de plus en plus d'investir dans la formation puis le développement professionnel de notre personnel autochtone et non autochtone afin que tout le monde soit préparé à travailler ensemble. Puis on essaie là vraiment le plus possible qu'on cherche à embaucher, bon, je l'ai dit tout à l'heure, davantage de personnel autochtone, mais aussi des fournisseurs, des sous-traitants. Donc, quand on a du matériel à acheter, il faut qu'on s'arrête puis qu'on se dise, hey, est-ce qu'il y aurait pas un fournisseur autochtone qui pourrait nous offrir ce service-là dans la communauté ou ce bien-là dans la communauté ou à l'extérieur, mais qui serait autochtone aussi. Donc, on commence à avoir ces réflexes-là plus souvent. Encore une fois, c'est toujours un défi. On se donne pas un exemple pour la perfection du tout. Je crois qu'on a fait le premier pas vers être capable de s'arrêter, de prendre notre soupe puis de faire est-ce qu'on fait la bonne chose. Puis aussi, bien sûr, encore une fois, donner la priorité à une représentation autochtone au sein de nos conseils d'administration, même si on travaille pas avec des personnes des Premières Nations nécessairement de façon très serrée. C'est important la diversité dans la gouvernance. Puis je pense que, en tout cas, nous, les membres de notre CA qui sont issus des Premières Nations, ils sont, je veux dire, leur perspective est extraordinaire pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis, Christina? Oui, tout à fait d'accord, Mélanie. Et puis, je rappelle d'ailleurs ce que tu avais dit au début du podcast, donc par rapport cette idée de l'échange en double sens ou de l'apprentissage en double sens. Donc, on poursuit aussi dans cette optique-là, donc en reconnaissant et en célébrant les compétences, les connaissances et les expériences de tous, afin de créer une société plus juste et plus inclusive. On est voué à littératie ensemble d'assurer l'accès à l'éducation et de l'équité pour les Premières Nations, les Métis, les Inuits. Donc, on est aussi voué à rencontrer tout le monde là où ils sont, tout en continuant à apprendre ensemble. C'est super intéressant. Puis en fait, ce que je retiens de ce que vous venez de dire, entre autres, c'est de penser de façon vraiment d'avoir une vision globale de ce que la réconciliation peut pouvoir dire pour un organisme, penser à la gouvernance, penser, comme tu disais aussi, les fournisseurs. Ça touche tous les éléments, finalement, de la façon dont on travaille. Donc, ce qui est central, et vous l'avez dit plusieurs fois, mais co-création, collaboration, c'est vraiment une relation mutuelle de confiance. C'est super utile, je pense, pour un organisme qui aimerait amorcer un processus de réconciliation. En terminant, j'aimerais vous poser chacune la même question. Quand vous pensez au secteur à but non lucratif et au rôle que le secteur a joué dans le colonialisme, mais aussi si vous pensez plus globalement aux grands défis auxquels nous sommes confrontés au travail que les organismes font sur le terrain, qu'est-ce qui vous réconforte ou qui vous apporte de l'espoir? Ben moi, personnellement, je suis encouragée par la reconnaissance croissante au sein du secteur là, à but non lucratif, de l'importance de la décolonisation, puis de décoloniser les pratiques, puis de centrer les connaissances, les perspectives, puis en fait de centrer nos activités sur les connaissances, les perspectives, puis le leadership autochtone. Tu sais, on en parle de plus en plus. Il y a une volonté croissante, je crois, là, de favoriser des partenariats authentiques avec les communautés autochtones, puis de respecter leurs droits, bien sûr, à l'autodétermination, puis de soutenir leurs efforts de guérison, de réconciliation. Au niveau des ressources aussi, c'est vraiment pas assez, c'est tranquillement, mais on le voit là dans le secteur des donateurs, des fondations, des entreprises qui commencent à dire, OK, on veut financer directement les projets et les communautés des Premières Nations. Nous, on est bien sûr totalement pour ceci. C'est ça qui m'encourage. Je vois un peu le vent tourner, puis en même temps, Émilie, j'ai de la misère à répondre à cette question-là parce que moi, je réponds à cette question de l'extérieur. Ça m'encourage, moi, dans ce sens-là. Mais si je voudrais pas peindre une peinture un peu trop rose non plus, parce que je sais que je réponds à cette question-là avec cette perspective-là en regardant de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, c'est positif, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
Mélanie, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens juste de dire. Tu l'as exprimé tellement bien. Donc, comme Mélanie disait, on se base sur notre expérience et puis sur l'expérience qu'on vit en collaboration avec nos partenaires sur le terrain. Et puis, voilà. Mélanie, Christina, merci beaucoup de votre grande générosité. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Émilie. Ça fut un plaisir. Un gros merci. Merci d'avoir été à l'écoute d'Imagine. Je vous invite à visiter notre site web imaginecanada.ca pour vous abonner à notre infolettre et ne manquer aucun épisode. Si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas nous donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite pour que d'autres personnes puissent découvrir notre balado. Merci encore à nos partenaires, Carter's Professionals Corporation et Blackbaud, de rendre ce projet possible.